Il existe une réalité que peu de gens osent regarder en face. Certains individus dominent une pièce avant même d'ouvrir la bouche. Ils n'ont rien expliqué, ils n'ont rien affirmé, ils n'ont rien revendiqué. Et pourtant, l'équilibre est déjà modifié. La plupart des gens croient que le pouvoir vient de la parole, de l'argument, de la capacité à convaincre, à expliquer, à se vendre. Cette croyance est rassurante, parce qu'elle donne l'illusion que le contrôle est accessible à tous par l'effort verbal. Mais elle est fausse. La parole n'est jamais la source du pouvoir, elle en est seulement la confirmation tardive. Avant qu'un mot soit prononcé, le cerveau humain a déjà classé ami ou menace, supérieur ou subalterne, centre ou périphérie. Cette classification est automatique, inconsciente, brutale. Elle se fait à partir de signaux que la parole ne peut pas corriger. Le pouvoir réel commence là. Il ne naît pas de ce que tu dis. Il naît de ce que les autres ressentent en ta présence. La perception se forme avant le langage. Le corps est lu avant la voix. La posture est interprétée avant l'intention. Lorsque tu entres dans un espace, tu as déjà évalué ta vitesse, ton calme, ton occupation de l'espace, ton absence ou non d'hésitation. Tout cela précède le sens des mots. C'est pour cette raison que tant de personnes parlent beaucoup et n'imposent rien, et que d'autres parlent peu, mais déplacent tout. Le pouvoir n'est pas logique, il est sensoriel, il agit au niveau de la perception primitive, là où le cerveau décide rapidement qui mérite attention, qui peut être ignoré, et qui représente un risque potentiel. À ce niveau, expliquer est inutile. Se justifier est dangereux. Insister est un aveu de faiblesse. La véritable domination ne cherche pas à être entendue. Elle cherche à être ressentie. C'est pourquoi le pouvoir authentique commence toujours avant la parole. Quand la pièce se réorganise subtilement autour de toi, quand les regards s'ajustent, quand le rythme change, quand les autres parlent un peu moins vite ou un peu plus prudemment. À ce moment-là, les mots deviennent secondaires. Le pouvoir réel ne commence pas quand tu parles. Il commence quand tu n'as plus besoin de le faire. Machiavelli, le pouvoir de la perception. Machiavel n'a jamais décrit le pouvoir comme une affaire de discours. Pour lui, le pouvoir ne se conquiert pas par ce que l'on affirme, mais par ce que l'on laisse croire. La majorité se trompe en pensant que gouverner consiste à convaincre. Machiavel observait l'inverse, ceux qui dominent n'expliquent pas. Ils façonnent la manière dont ils sont perçus, puis laissent cette perception agir à leur place. Le contrôle n'est pas dans la parole. Il est dans l'image mentale que les autres construisent avant même toute interaction. Dans la logique machiavélienne, la perception précède toujours l'obéissance. Un ordre n'est exécuté que s'il vient d'une source déjà jugée légitime, dangereuse ou incontournable. Cette légitimité ne naît pas d'un argument, mais d'un ensemble de signaux silencieux calmes, retenue, distance, cohérence entre présence et action. Machiavel savait qu'une action discrète vaut plus qu'une déclaration publique. Dire, c'est s'exposer. Agir sans expliquer, c'est imposer une réalité que les autres doivent interpréter. Et dans cette interprétation, chacun projette plus de puissance qu'il n'en a été montré. Le silence amplifie, la rareté densifie, l'ambiguïté protège. C'est pourquoi l'apparence, la tenue, le rythme, la maîtrise de soi et la manière d'occuper l'espace comptent davantage que les intentions affichées. Celui qui contrôle la perception n'a pas besoin de forcer l'adhésion. Il crée un cadre où l'adhésion devient la réponse la plus prudente. Aux yeux de Machiavel, être aimé ou compris n'est jamais une priorité. Être pris au sérieux l'est. Et l'on est pris au sérieux, non pas quand on se rend accessible, mais quand on devient difficile à lire et coûteux à sous-estimer. Le pouvoir réel agit en amont du langage. Il prépare le terrain perceptif. Il installe une attente, parfois une crainte légère, parfois une incertitude calculée. Puis, il laisse les autres ajuster leur comportement d'eux-mêmes. Celui qui contrôle la perception contrôle le jeu, parce qu'il n'a plus besoin de le commenter. Les autres s'en chargent pour lui, en modifiant leur attitude, leur ton, leurs décisions. Chez Machiavel, le sommet du pouvoir n'est pas de parler et d'être suivi, c'est de se taire et d'être quand même obéi. Chez Machiavel, le pouvoir n'est jamais une question de morale, de vérité ou de discours convaincant. Il est une question de contrôle de la perception. Gouverner, dominer, survivre au sommet signifie, avant tout, maîtriser la manière dont les autres te voient, bien avant ce qu'ils entendent de toi. Machiavel l'a compris très tôt, les hommes n'obéissent pas à ce qui est juste, mais à ce qui leur semble fort.
stable et dangereux à défier. La perception précède toujours la loyauté. Si l'image est installée, les mots deviennent secondaires. Si l'image est faible, aucun discours ne la sauvera. C'est pourquoi l'action silencieuse a toujours plus de poids qu'une déclaration publique. Parler expose l'intention. Agir sans s'expliquer crée une réalité que les autres sont obligés d'interpréter. Et dans cette interprétation, l'esprit humain amplifie ce qu'il ne comprend pas totalement. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace que l'imagination remplit avec prudence. Dans la logique machiavélienne, l'image, l'aura, la manière d'entrer dans un lieu, de se tenir, de ralentir ou d'accélérer un rythme compte plus que la cohérence d'un discours. La présence précède la légitimité. Celui qui inspire déjà le respect n'a pas besoin de le demander. Celui qui doit l'expliquer l'a déjà perdu. Le pouvoir réel ne cherche pas à être aimé. Il cherche à être évalué comme un facteur à risque. Machiavel savait qu'un homme trop lisible devient contrôlable. Un homme trop bavard devient prévisible. Un homme trop accessible devient ordinaire. À l'inverse, celui qui maîtrise son image, qui limite ses réactions, qui laisse volontairement des zones floues, oblige les autres à ajuster leur comportement. Contrôler la perception, ce n'est pas mentir. C'est choisir ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. La posture, le calme, la retenue émotionnelle, la capacité à ne pas se justifier façonnent une autorité qui ne dépend pas de la persuasion. À ce niveau, le pouvoir ne se négocie plus. Il est ressenti. Et ce qui est ressenti est rarement remis en question. C'est pour cette raison que, chez Machiavel, le sommet du pouvoir n'est pas de convaincre par la parole, mais de structurer la manière dont les autres pensent devoir se comporter en ta présence. Celui qui contrôle la perception contrôle le jeu, parce que les autres jouent déjà selon ses règles, avant même qu'ils ne parlent. Le langage du corps, la structure invisible du pouvoir. Le langage du corps n'est pas un détail périphérique du pouvoir. Il en est l'architecture silencieuse. Avant que l'esprit rationnel n'analyse, le corps de l'autre a déjà été lu. Posture, orientation, vitesse, amplitude des gestes, occupation de l'espace. Ces signaux sont traités par des couches primitives du cerveau, bien avant la réflexion consciente. C'est pourquoi le corps parle avant les mots. Et ce qu'il dit est rarement contredit ensuite. Le langage corporel fonctionne comme un système de signaux hiérarchiques. Il indique qui domine, qui s'adapte, qui attend, qui impose. Aucun de ces signaux n'a besoin d'être intentionnel pour être interprété. Ils sont perçus automatiquement, puis traduits en décisions comportementales s'approcher. Se taire, ralentir, expliquer, céder. La différence la plus nette se situe ici entre celui qui occupe l'espace et celui qui demande l'autorisation d'exister. Occuper l'espace ne signifie pas être agressif. Cela signifie être stable, poser ses appuis, avancer sans micro-hésitation, s'arrêter sans justification, prendre place sans se rétracter. Le corps de celui qui occupe l'espace affirme une évidence, je suis légitime ici. À l'inverse, celui qui réduit sa taille, accélère ses mouvements, ajuste constamment sa position ou s'excuse. Par le geste communique une information claire, ma présence est conditionnelle. Le pouvoir commence précisément à cet endroit, non dans ce que tu affirmes, mais dans la manière dont ton corps rend toute contestation coûteuse. Un corps calme, tout lent, économisé, impose un rythme, un corps dispersé et nerveux, réactif, subit celui des autres. Le premier oblige l'environnement à s'ajuster, le second s'ajuste pour survivre. Le corps est une frontière, il trace ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Les individus en position de pouvoir n'occupent pas l'espace pour être vus, ils l'occupent parce qu'ils n'ont pas besoin de le céder. Ils ne se déplacent pas pour rassurer, ils ne se contractent pas pour être acceptés. Leur présence ne cherche pas la permission, elle s'impose par cohérence. C'est pourquoi tant de discours échouent là où un simple déplacement corporel suffit. Quand tu sais où te placer, comment t'arrêter, comment entrer et comment rester immobile. La hiérarchie se dessine sans mots. Le pouvoir ne commence pas dans la voix, il commence dans la façon dont ton corps déclare « je ne suis pas ici par hasard ». Et cette déclaration est entendue avant même que quelqu'un ne décide de t'écouter. La posture, où tu te tiens. Qui tu es? La posture est une déclaration de statut sans parole. Elle précède l'intention, elle précède la parole, elle précède même le regard. Avant que quelqu'un n'interprète ce que tu fais, ton corps a déjà communiqué où tu te situes dans la hiérarchie. Debout,
Assis, en mouvement, chaque détail envoie un signal. L'angle du buste, la hauteur de la tête, la stabilité des appuis, la manière d'entrer dans un espace ou d'en sortir, rien de cela n'est neutre. Le pouvoir ne se lit pas dans les grandes démonstrations, mais dans les micro-cohérences. La posture révèle toujours une chose, est-ce que ton corps défend sa place ou l'occupe? La posture défensive est reconnaissable immédiatement. Épaules légèrement rentrées, poids déplacé sans cesse, corps prêt à réagir plutôt qu'à imposer un rythme. Même à l'arrêt, elle trahit une tension interne, le besoin de s'ajuster, de répondre, de ne pas déranger. Cette posture dit silencieusement « Ma présence dépend de l'approbation extérieure ». La posture de domination fonctionne à l'inverse. Elle n'est ni rigide ni agressive. Elle est stable. Le corps est posé, ouvert, mais jamais offert. Les mouvements sont économes. Les transitions lentes. Rien n'est précipité, parce que rien n'est menacé. Le message est clair, je ne suis pas pressé, parce que le temps ne me chasse pas. Les individus en position de pouvoir ne se hâtent jamais. La précipitation est un aveu d'urgence. L'urgence est un aveu de dépendance. Ils ne se contractent pas non plus. La contraction est un réflexe de protection. Or, le pouvoir n'a pas besoin de se protéger dans l'instant. Il peut attendre. Il peut rester immobile. Il peut laisser les autres ajuster leur posture avant même qu'un échange n'ait lieu. S'asseoir sans se recroqueviller. Se lever sans justification. Marcher sans accélérer pour rassurer. Ces gestes simples structurent la perception bien plus que n'importe quel discours. Celui qui contrôle sa posture contrôle la narration silencieuse de la situation. Il impose une lecture unique, je suis à ma place ici. La posture n'explique rien. Elle affirme, et dans l'univers du pouvoir, ce qui est affirmé par le corps est rarement contesté par les mots. Le regard, l'arme silencieuse de la domination. Le regard est l'un des outils de pouvoir les plus directs et les plus mal compris. Il ne sert pas à communiquer des émotions. Il sert à établir une position psychologique. Dans toute interaction humaine, le regard décide qui observe et qui est observé. Celui qui regarde pour comprendre, pour jauger, pour attendre, se place déjà au-dessus de celui qui regarde pour être validé. Le regard n'est jamais neutre. Il indique toujours une orientation intérieure, affirmation ou recherche d'approbation. La majorité des gens regardent pour être acceptés. Les individus puissants regardent pour affirmer leur présence. Regarder pour affirmer ne signifie pas fixer agressivement. Cela signifie soutenir le regard sans tension, sans fuite, sans justification. Un regard posé, calme, non pressé, indique que tu n'as rien à prouver et rien à craindre. Il impose une asymétrie subtile, l'autre sent qu'il est évalué. Non l'inverse. C'est ici que se crée la différence entre pression et autorité. Le regard crée de la pression lorsqu'il est chargé d'intentions émotionnelles défi. Colère, besoin de dominer rapidement. Cette intensité trahit une urgence intérieure. Elle pousse l'autre à résister ou à se fermer. Le pouvoir, et lui, ne presse pas. Il stabilise. L'autorité naît d'un regard qui reste ouvert mais immobile. Ni fuyant, ni insistant. Simplement présent. Ce type de regard ralentit l'interaction. Il oblige l'autre à ajuster son rythme, à se poser, parfois à expliquer davantage. Sans un mot, il crée un léger inconfort cognitif. Pourquoi cette personne ne se détourne-t-elle pas? Et dans cette question, le rapport de force s'inverse. Éviter le regard est interprété comme une soumission inconsciente, non par jugement moral, mais par lecture instinctive. Celui qui fuit les yeux fuit l'évaluation. Celui qui fuit l'évaluation se place en position inférieure. À l'inverse, celui qui soutient le regard sans rigidité signale qu'il accepte d'être vu parce qu'il n'est pas menacé par ce regard. Les personnes qui ne détournent pas les yeux sont rarement minimisées, non parce qu'elles intimident, mais parce qu'elles ne s'excusent pas d'exister. Dans les environnements de pouvoir, le regard ne cherche jamais à séduire. Il ne cherche pas non plus à dominer brutalement. Il cadre. Il pose une limite invisible, je suis ici, conscient, stable, et je n'ai pas besoin de me retirer. Le regard est une frontière. Celui qui la tient impose la position. Et bien avant que les mots circulent, cette frontière décide déjà de qui devra s'ajuster. L'expression, la puissance du contrôle. Le visage est un champ de bataille perceptif. C'est là que le pouvoir est soit conservé, soit abandonné sans combat. Un visage neutre dérange parce qu'il ne livre aucune information exploitable. Il ne rassure pas,
Il ne confirme pas. Il ne demande rien. Dans un monde social fondé sur la lecture émotionnelle, l'absence de signal crée une tension immédiate. L'autre ne sait pas s'il est compris, jugé, accepté ou déjà classé. Cette incertitude n'est pas un défaut. C'est un avantage structurel. L'expressivité excessive, au contraire, est une fuite. Chaque sourire automatique, chaque micro-réaction, chaque variation émotionnelle offre un levier. Elle rend l'intention lisible, l'état intérieur prévisible, la trajectoire manipulable. Plus tu montres, plus l'autre ajuste. Plus l'autre ajuste, plus tu perds le contrôle de la perception. Les leaders réellement puissants laissent rarement voir ce qu'ils ressentent. Non par froideur naturelle, mais par discipline. Ils savent que l'émotion visible devient une invitation à rassurer, à provoquer, à tester, à exploiter. Un visage qui réagit trop vite signale une dépendance à l'environnement. Un visage qui reste stable impose une autre règle du jeu. Ce qui se passe ici ne me gouverne pas. La neutralité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de son exposition. Elle agit comme un mur invisible. Les autres parlent davantage, expliquent plus, cherchent des indices. Et dans cette asymétrie, l'avantage se déplace silencieusement. Celui qui montre moins recueille plus. Celui qui réagit moins contrôle davantage. La froideur délibérée n'est pas du mépris, c'est une frontière. Elle empêche l'accès direct à ton état intérieur. Elle empêche les projections rapides. Elle empêche la capture émotionnelle. Dans les environnements de pouvoir, ce barrage est vital. Sans lui, l'autorité se dissout dans la familiarité. Les visages les plus respectés ne sont pas les plus expressifs. Ce sont les plus constants. Ils ne s'illuminent pas pour séduire. Ils ne s'assombrissent pas pour intimider. Ils restent lisibles sans être transparents. Cette constance crée une impression de solidité. Elle suggère que les décisions ne sont pas dictées par l'humeur, mais par une logique inaccessible à l'instant. Et ce qui semble inaccessible force l'ajustement. Dans le jeu du pouvoir, montrer ce que tu ressens est rarement utile. Choisir quand ne rien montrer est décisif. La véritable autorité ne crie pas, elle retient. Et cette retenue, lorsqu'elle est maîtrisée, devient l'une des formes les plus efficaces de domination silencieuse. La distance, l'art de maintenir les autres en dessous. La distance n'est pas une absence de lien, c'est une structure de pouvoir. Il existe deux types de distance, la distance physique et la distance symbolique. Les deux fonctionnent ensemble. Les deux déterminent immédiatement la hiérarchie d'une interaction. Celui qui contrôle la distance contrôle le rythme, l'accès et le niveau de familiarité autorisé. Les individus sans pouvoir cherchent la proximité. Ils s'approchent pour rassurer, pour créer du lien, pour exister. Les individus puissants font l'inverse. Ils maintiennent un espace, non par arrogance, mais par nécessité stratégique. Trop proche, tout devient ordinaire. Trop accessible, tout devient négociable. La proximité excessive détruit le statut. La distance juste crée le respect. Être difficile d'accès n'est pas une posture sociale. C'est un mécanisme de filtrage. Le pouvoir ne se rend pas rare pour paraître supérieur, mais pour préserver la valeur de l'accès. Quand tout le monde peut approcher facilement, personne ne se sent obligé d'ajuster son comportement. Quand l'accès est limité, chaque interaction devient signifiante. Dans la logique du pouvoir, la familiarité est un risque. Elle efface les frontières. Elle transforme la relation en échange horizontal. Or, le pouvoir n'existe que dans une asymétrie claire. Trop de proximité brouille cette asymétrie. Elle produit de la banalité. Et la banalité dissout l'autorité. La distance bien calibrée, au contraire, impose une lecture précise. Tout le monde n'est pas invité. Elle crée un léger effort chez l'autre, un ajustement, une prudence. Et cette prudence est déjà une forme de reconnaissance. Qui décide quand s'approcher, qui décide quand s'éloigner, qui impose le moment du contact. Ces réponses révèlent immédiatement qui mène le jeu. Celui qui réduit la distance pour être accepté se place en dessous. Celui qui maintient la distance et laisse l'autre avancer conserve le contrôle. Le pouvoir ne repousse pas constamment. Il ne se rapproche pas inutilement. Il attend, il observe, il laisse l'autre franchir l'espace, physiquement ou symboliquement. Et chaque pas effectué par l'autre renforce l'asymétrie. Plus quelqu'un doit s'approcher, plus il investit, plus il devient dépendant. Contrôler la distance, c'est contrôler le tempo. C'est décider quand l'échange commence et quand il s'arrête. C'est empêcher la confusion entre accessibilité et égalité. Dans tous les environnements de pouvoir, la règle est la même,
la bonne distance n'éloigne pas. Elle hiérarchise. Et celui qui hiérarchise l'espace n'a plus besoin de hiérarchiser par les mots. Le silence, l'illisibilité. Le silence n'est pas une absence de pouvoir. C'est l'une de ses formes les plus sophistiquées. Dans toute interaction, celui qui parle le plus expose le plus. Il révèle ses intentions, ses limites, ses priorités. Celui qui se tait, au contraire, retient l'information. Et l'information non donnée devient immédiatement un espace de projection. L'autre comble le vide avec ses propres hypothèses, souvent à ton avantage. Ne pas réagir est une réaction de haut niveau, parce qu'elle refuse le rythme imposé. La majorité réagit pour se défendre, se justifier, se positionner. Cette réaction trahit une dépendance au stimulus extérieur. Le silence, de lui, rompt la chaîne. Il suspend, il ralentit, il déplace la charge cognitive vers l'autre, qui commence à douter, à recalculer, à ajuster son comportement. C'est ici que naît la supériorité perceptive. Les individus difficiles à lire sont presque toujours surévalués, non parce qu'ils sont nécessairement plus compétents, mais parce qu'ils ne livrent pas de repères simples. L'esprit humain craint ce qu'il ne peut pas prédire. Et ce qu'il craint, il le traite avec prudence. La prudence est une forme de respect. Être lisible, c'est être anticipable. Être anticipable, c'est être contrôlable. L'illisibilité protège. Elle empêche les attaques directes, les manipulations rapides, les tentatives de test. Quand l'autre ne sait pas comment tu réagiras, il hésite, il parle davantage, il révèle plus qu'il ne le voulait. Et, dans cette asymétrie d'exposition, le pouvoir se déplace silencieusement. Ne pas expliquer est l'un des gestes les plus puissants dans les environnements de pouvoir. L'explication rassure, mais elle réduit. Elle enferme ton action dans un cadre compréhensible et donc discutable. Le silence, au contraire, laisse l'action ouverte, dense, difficile à contester. Quand tu n'expliques pas, les autres supposent que tu n'en as pas besoin. Quand tu ne te justifies pas, ils supposent que ta position est acquise. Quand tu ne réagis pas immédiatement, ils supposent que tu vois plus large. Ces suppositions élèvent ton statut sans que tu aies à le réclamer. Le silence n'est pas passif. Il est actif par retrait. Il sélectionne. Il filtre. Il force l'autre à jouer sans connaître toutes les règles. Et dans tout jeu asymétrique, celui qui détient moins d'informations compense par la prudence. Dans l'art du pouvoir, parler est facile. Se taire au bon moment est rare. Et celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin d'imposer son autorité. Les autres l'installent eux-mêmes, en ajustant leur comportement face à ce qu'ils ne peuvent pas lire. La manipulation de la perception dans la vie est réelle. La manipulation de la perception n'est pas une théorie abstraite. Elle s'applique chaque jour. Dans le travail, la négociation, le leadership souvent sans que personne n'en ait conscience. Ceux qui dominent ces espaces ne gagnent pas par l'argument. Ils installent une position avant que la discussion ne commence. Tout se joue dès l'entrée dans la pièce. La manière dont tu franchis un seuil détermine déjà ton rôle. Arriver trop vite signale l'urgence. Arriver trop lentement cherche l'effet. Entrer avec un rythme stable, sans scan anxieux, sans regard dispersé. Pose une base claire. Je suis à ma place ici. À ce moment précis, la hiérarchie commence à se figer. Dans une réunion, le pouvoir appartient rarement à celui qui parle en premier. Il appartient à celui qui s'installe, celui qui choisit sa place sans hésitation, celui qui pose ses objets calmement, celui qui laisse un court silence avant de s'asseoir. Ces gestes anodins sont lus comme des marqueurs de statut. Ils annoncent « Je ne suis pas ici pour m'adapter, mais pour participer à égalité ou au-dessus ». En négociation, le corps parle avant le chiffre. Un buste stable, des mouvements lents, une respiration visible, mais maîtrisée réduisent la pression. Ils forcent l'autre à remplir le silence, à justifier, à dévoiler ses limites. Chaque micro-ajustement corporel modifie l'équilibre. Se pencher trop tôt concède. Croiser les bras par tension ferme le jeu. Rester ouvert sans offrir signale le contrôle. Ajuster le corps, c'est ajuster la position. Le leadership réel fonctionne sur la même logique. Les leaders perçus comme légitimes ne surréagissent pas. Ils n'occupent pas la parole pour exister. Ils laissent les autres parler, puis interviennent rarement, mais avec précision. Cette rareté donne du poids. La constance corporelle donne de la crédibilité. Quand la perception est installée, la confrontation devient inutile. Le pouvoir n'a pas besoin de convaincre ce qui est déjà ressenti comme stable.
Les conflits éclatent surtout quand la hiérarchie est floue, quand la présence est instable, quand le corps contredit la position revendiquée. À l'inverse, un corps aligné, un rythme maîtrisé, un silence assumé réduisent naturellement la contestation. Dans la vie réelle, la manipulation de la perception ne consiste pas à jouer un rôle, elle consiste à éliminer les signaux de faiblesse, à ne pas offrir d'ouverture inutile, à laisser l'environnement s'ajuster à toi plutôt que l'inverse. Quand le pouvoir est perçu, il n'a plus besoin d'être défendu, il circule déjà dans l'espace. Et ceux qui tentent encore de débattre découvrent trop tard que le jeu a été décidé avant le premier mot. Conclusion froide, celui qui contrôle la perception n'a pas besoin de parler. Le langage n'est jamais le point de départ du pouvoir. Il en est la couche finale. Avant la parole, il y a déjà eu lecture. Avant l'argument, il y a déjà eu classement. Les structures de pouvoir ne se décident pas sur ce qui est dit, mais sur ce qui est ressenti. Le corps, le silence, le regard ont déjà produit un verdict bien avant que la bouche ne s'ouvre. C'est là que la plupart se trompent. Ils investissent dans le discours, la rhétorique, la persuasion, croyant que parler mieux suffit. En réalité, plus quelqu'un a besoin d'expliquer, plus sa position est fragile. L'explication est une compensation. Le pouvoir réel n'explique pas. Il est pris en compte. Le corps installe la hiérarchie. Le silence la consolide. Le regard la scelle. Un corps stable impose un rythme. Un silence assumé force l'ajustement. Un regard tenu sans demande crée une asymétrie immédiate. Ces signaux sont durables parce qu'ils opèrent en dessous du débat. Ils n'affrontent pas l'opinion. Ils structurent la perception. C'est pourquoi celui qui parle peu, mais est écouté, gagne toujours. Non parce qu'il serait plus intelligent, mais parce que son intervention est perçue comme coûteuse à ignorer. Chaque mot devient rare. Chaque phrase compte. L'économie du langage est une conséquence directe de la solidité de la présence. À l'inverse, l'abondance verbale trahit l'insécurité. Elle cherche à combler un vide de position. Elle fatigue, elle banalise, elle dissout l'autorité. Le pouvoir n'augmente jamais avec le volume ou la fréquence. Il augmente avec la retenue. Le sommet du contrôle n'est pas de convaincre, c'est de provoquer l'auto-ajustement. Quand les autres modifient leur ton avant que tu parles, quand ils ralentissent sans qu'on leur demande, quand ils attendent, réévaluent, ou se corrigent d'eux-mêmes, le travail est déjà fait. La parole devient optionnelle. À ce niveau, le pouvoir n'est plus une performance, c'est un champ gravitationnel. Il ne réclame ni reconnaissance, ni validation. Il ne se justifie pas, il n'attaque pas. Il laisse les autres faire l'effort de s'aligner, par prudence, par calcul ou par intuition. Voilà la conclusion froide. Sans compromis, la parole est utile, mais tardive. L'influence durable se construit avant elle. Le pouvoir le plus élevé n'est pas d'être entendu, c'est de faire en sorte que les autres se repositionnent avant même que tu ouvres la bouche.